bonsoir à tous. On se retrouve une fois de plus sur notre lecture du livre vers l'histoire du Kimbangiste écrit par papa Joseph Djangida Ftima. Donc je vous remercie énormément d'être fidèle à l'émission. Comme je vous ai promis la dernière fois que la suite sera la prochaine fois, et bien la prochaine fois c'est ce soir. Nous savons tous qu'on est en train de lire petit à petit jusqu'à on aura terminé le livre qui a 300 et quelques pages. 337 pages. Je dis comme ça. 340. 343 pages. Mais actuellement, on est sur la page 64. Donc la dernière fois, on avait lu de 58 à la page 65. Donc la page 65 a été lue juste le début, la moitié. Donc aujourd'hui, on va reprendre à la page 65. Et peut-être on va pas aller loin parce que le temps, il est pas beau. Et donc on ira peut-être jusqu'à la page 68, ça dépendra de comment on va évoluer. Donc sans plus tarder, je vais être bref et je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je vais relire la toute dernière phrase qu'on avait lue la dernière fois et puis on pourra continuer tranquillement notre lecture. Donc on s'est arrêté sur, je vais prendre juste la toute dernière. L'esprit des foules de Nkamba est comparable à celui de foules de Lourdes. Avec cette restriction qu'ici les manifestants revêtent le caractère primitif des indigènes et sont entachés de fétichisme et Morel de poursuivre. En réalité, donc entre guillemets, en réalité, je crois que le but de ce dernier, il parle de Simon Kimbangu, est de créer une religion qui corresponde à la mentalité des indigènes. Donc après, il y a 3 points de suspension, ça veut dire que la phrase, elle continue. Tout le monde voit bien que nos religions d'Europe, pétries d'abstraction, ne correspondent pas à la mentalité du noir, qui exige le fait concret et la protection. Donc c'était là la toute dernière phrase qu'on avait lue là, toute la dernière fois. Et donc on va continuer la lecture d'aujourd'hui. Sur la page 65, comme j'ai dit tout à l'heure. L'administrateur colonial estime qu'il est nécessaire de combattre Kimbangu parce que la tendance de son mouvement est pan-nègre et qu'il pourrait orienter l'esprit des natifs vers l'hostilité envers la race blanche. Donc ça c'est l'administrateur colonial belge qui affirme cela. Avant d'analyser ce rapport, il conviendra de rappeler que le révérend Père Van Clampu, dans sa lettre du 21 mai 1921 à Morel, soulignera le fait que l'ordre de s'abstenir de fétiches et de la danse tel que donné par Simon Kimbangu est en train d'être diffusé partout dans la région. Le rapport de Morel appelle les réactions ci-après. Est-il vrai d'affirmer que le mouvement kimbanguiste était d'allure fétichiste, lors même que le clergé catholique d'alors, foncièrement anti-kimbanguiste, doit admettre que Kimbangu a combattu les fétichismes avec une rigueur sans pareille? Faut-il considérer comme nécessairement fétichiste toute manifestation ne reflétant pas les aspects de la culture occidentale? Il est mensonger de dire que l'apostolat de Kimbangu était entaché de fétichisme lorsqu'on sait qu'il avait combattu le fétichisme. Donc avant de passer à la page 65, je vais lire les précisions tout au bas pour nous aider à chercher des livres qui peut appuyer ce que papa Djangida a dit dans ce livre. Donc il y a ATHFK, dossier numéro 1. Dans cette lettre, le révérend père écrit notamment ce qui suit. Aux foules accourues à Kiwembo, où se trouve Mbaku,
un émule de Simon Kimbangu composé de protestants, catholiques et païens. Il déclare la volonté du Rédempteur de Nkamba, Simon Kimbangu, donc Simon Kimbangu, on a mis entre parenthèses, qui est d'abandonner les danses et les fétichismes. Et les fétiches. Donc c'était ça les précisions. Donc je vais continuer ma lecture et maintenant je vais devoir prendre la phrase pour pas qu'on se perde. Donc c'est dit. Il est mensonger de dire que l'apostolat de Kimbangu était entaché de fétichisme. Lorsqu'on sait qu'il avait combattu les fétiches, au point que même le père de Rome put en ramasser par brouette. Dans ces conditions, quelle valeur faut-il accorder aux accusations de fétichisme portées contre les mouvements que déclenche l'antifétichiste notoire qu'est Kimbangu? L'on comprendra aisément que les kimbanguistes interprétaient aujourd'hui ces accusations comme l'expression de la haine que les missionnaires blancs et l'administration coloniale belge vouait à Kimbangu. Ce que nous venons de dire pour refuter l'accusation de fétichisme portée contre le ministère de Kimbangu vaut pour la danse. Kimbangu ne dansait jamais. Il suffirait ici de rappeler que toute danse reste hypocrite aux kimbanguistes. Et c'est là, dès le début de l'apostolat de Simon Kimbangu. Non, Morel, lorsqu'il arriva à Nkamba, ne vit personne qui exécutait, donc entre guillemets, une sarabande folle autour de lui. À la lumière de son rapport, il nous faut une fois de plus revenir sur le miracle qui s'opère alors en Nkamba. Finangani, l'un des secrétaires de Simon Kimbangu, prend dans son récit Morel à témoin lorsque Simon Kimbangu guérit un groupe de 5 malades dont des paralytiques. Après avoir lui-même corroboré ce fait, puisqu'il en voit qui partent effectivement, Morel ajoute que certains cas pensés par je veux préciser bien. Morel ajoute que certains cas des malades nerveuses peuvent recevoir amélioration. Donc depuis le début, pour Morel, les malades recevaient de l'amélioration en fait. C'était pas de la guérison, pour lui c'était l'amélioration. Donc il le dit, il le redit. Morel ajoute que certains cas de malades nerveuses peuvent recevoir amélioration. On aurait pensé que Morel était aussi médecin et qu'il avait, dès son arrivée en Nkamba, pris la précaution de diagnostiquer que la plupart des pèlerins qu'il y trouvait souffraient de malades nerveuses. Donc voilà, et comme le livre dit, Morel, il prétend être médecin en fait. Pour lui, il commence déjà à diagnostiquer les gens genre ils sont malades nerveuses. Donc c'était juste ça la précision. Morel ajoutant, non je ne vais pas comprendre là. On aurait pensé que Morel était aussi médecin et qu'il avait, dès son arrivée à Nkamba, pris la précaution de diagnostiquer que la plupart des pèlerins qu'il y trouva souffraient de maladies nerveuses. Madame Fredrickson, responsable de l'hôpital de Sonambata, en mai 1921, avait reconnu que la jeune fille Sona, paralytique qu'elle connaissait bien, pouvait de nouveau marcher après que ses parents leur ramenaient d'auprès de Simon Kimbangu. Les Noirs possèdent leur propre culture. Et dans ce contexte, Morel avait noté que Simon Kimbangu voulait sans doute créer une religion qui corresponde à leur mentalité. En vertu de quoi peut-on dire que se faisait-il offenser la loi?
Sur quel fondement reposait l'accusation de Morel selon laquelle Simon Kimbangu incitait à l'hostilité envers la race blanche? Donc, avant de passer à la page 67, je vais lire les précisions tout au bas de la page 66. Donc, c'est écrit: le révérend Père Van Winks, anti-kimbanguiste, viscéral, considéra Simon Kimbangu réprime systématiquement le fétiche, la polygamie et la sorcellerie. Telles furent donc les 3 modifications d'envergure que le prophète osa introduire d'autorité dans la vie sociale de ses adeptes. Van Winks, dans le kimbanguisme, vu par un témoin, donc revue Zahir 1958. Révérend Père de Rome, dans La Voix du Rédempteur de 1922, page 60, dans le kimbanguisme a laissé de bons effets. Les danses condamnées ont été enrayées. Donc ça, c'est ce que les autres ont écrit dans leurs ouvrages. Voir Paul Ray Marker, Histoire de Simon Kimbangu, prophète d'après les écrivains Finangani et Nzungu. Cecilia Irvine dans The Birth of the Kimbangu Movement in the Zaire de 1921 à la page 38. Donc voilà, c'est ça les précisions. Je vais reprendre la toute dernière phrase de la page 66 pour passer à la page 67. Sur quel fondement reposait l'accusation de Morel selon laquelle Simon Kimbangu incitait à l'hostilité envers la race blanche? Dans aucun pays du monde, la popularité n'a constitué un crime et surtout un crime punissable de la peine capitale. En vérité, comme l'affirme Cecilia Irvine, la seule explication valable à l'hostilité des Blancs envers la race noire fut que le leadership de Kimbangu était impropre tant du point de vue politique qu'il était inacceptable dans l'Église. Pour l'administration, l'initiative noire sentait la révolution. Donc je dirais c'est beaucoup plus ça qui faisait blanc et qui faisait peur aux blancs. Je pense que c'est beaucoup plus ça parce qu'ils avaient peur que Kimbangu puisse réveiller l'homme noir. Ben justement, ce qui a été fait parce que à partir de là, et les années à venir, l'Afrique a pu avoir son indépendance à travers les enfants de Simon Kimbangu. Donc c'est un mouvement, effectivement, ils avaient pu voir loin, mais c'est vrai qu'au début c'était pas le but. Hein. Kimbangu il faisait juste sa mission qui a été envoyée par Jésus-Christ, et ben naturellement, tout est suivi en fait. Donc c'est un peu ça. Donc je relis. Pour l'administration, l'initiative noire sentait la révolution. Le vendredi 13 mai 1921, vers 8 h du matin, Morel quittera Kamba pour Gombelu Tété où il obtiendra la preuve que les missionnaires protestants ne favorisent pas le mouvement comme d'aucuns l'ont prétendu, mais le combattaient de toutes leurs forces. Donc on avait vu au début, à des pages précédentes, que les autres disaient que les missionnaires ils ne montraient pas leur position parce qu'eux ils pensaient que les protestants étaient pour Simon Kimbangu. Donc ils avaient accusé, comme on avait lu, mais en fait là Morel il a fait son enquête en partant à Gombelu Tété, il s'est rendu compte que non, les protestants en fait ils ne protégeaient pas Simon Kimbangu, bien qu'ils avaient appris Simon Kimbangu à lire, à écrire, à connaître la Bible, mais ils n'étaient pas pour Simon Kimbangu. Bien sûr, ils combattaient de toutes leurs forces le mouvement du Kimbanguisme. Donc, le vendredi 13 mai 1921, vers 8 h du matin, Morel quittera Kamba pour Gombelu Tété où il obtiendra la preuve que les missionnaires protestants ne favorisent pas le mouvement comme d'aucuns l'ont prétendu, mais le combattaient de toutes leurs forces. C'est après ce passage à Gombelu Tété
que Jennings se rendra 5 jours plus tard à Kamba pour effectuer sa propre enquête dont nous avons déjà parlé. Je sais pas, en tout cas, mon Dieu, Sato, il est trop fort, c'est pas possible. À chaque fois où il y a le calme, quand on commence l'émission, comme par hasard, on dirait j'attire le bruit, quoi. Mais je sais, excusez-moi, je ne fais pas exprès de chercher où il y a du bruit, mais j'ai l'impression que c'est moi le problème. Dès que j'arrive quelque part, ben, c'est le bruit que j'emmène avec moi. Désolée, excusez-nous, il y avait les enfants qui jouaient très 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 loin, mais j'ai pas compris. Le petit groupe s'est approché vers ici et donc ils ont dérangé un peu. Donc on va continuer notre lecture. C'est après ce passage à Gombe-Lutete que Jennings se rendra 5 jours plus tard à Kamba pour effectuer sa propre enquête dont nous avons déjà parlé. La période des missions d'enquête effectuée par Morel et peu après lui par Jennings à Kamba correspondra à une brusque et formidable expansion du kimbanguisme. Comme Dieu sait faire des choses, on combat et ça prend encore de plus en plus l'ampleur et ça devient de plus en plus beau et ça donne de plus en plus envie. Donc je continue. La période des missions d'enquête effectuée par Morel et peu après lui par Jennings à Kamba correspondra à une brusque et formidable expansion du kimbanguisme. Cela peut expliquer aisément par un concours de nombreuses circonstances. Il y a d'abord le fait que désormais Kimbangu s'est fait adjoindre des collaborateurs sacerdotaux qui accomplissent le même miracle que lui et qui prêchent avec autorité l'enseignement chrétien tel que formulé par lui. Cela a pour conséquence immédiatement l'intensification du mouvement de population vers Kamba sur une échelle sans précédent. Il y a aussi le fait que les kimbanguistes prennent de plus en plus conscience du complot que les autorités coloniales et les missionnaires trament contre eux, ce qui provoque un resserrement de solidarité entre eux. Les témoins qui existent entre les missionnaires sans pour autant avoir été surmontés totalement n'empêche pas qu'ils parviennent à un modus vivendi face à l'hérésie. Donc je reprends. Les tensions qui existent entre les missionnaires sans pour autant avoir été surmontées totalement n'empêchent pas qu'ils parviennent à un modus vivendi face à l'hérésie kimbanguiste. La prolifération des faux prophètes, dont plusieurs se réclament de Kimbangu, en dépit de leur méthode de travail et de leur agissement incompatible avec ceux de l'homme de Kamba. Donc avant de passer à la page 68 où on va s'arrêter, je vais lire les précisions tout au bas de la page. Donc c'est écrit hop, site, virgule, page 33. Morel, rapport d'enquête du 17 mai 1921. 36. L'enseignement de Simon Kimbangu a été intégralement repris dans le document Essence de la théologie kimbanguiste, publié en 1977 aux éditions kimbanguistes BP 7069, Kinshasa, en Zaïre. Donc on peut dire 70-69, Kinshasa, en Zaïre. Donc je reprends la dernière phrase pour passer à la page 68. La prolifération des faux prophètes dont plusieurs se réclament de Kimbangu, en dépit de leur méthode de travail et de leur agissement incompatible avec ceux de l'homme de Kamba, contribuera à aggraver l'inquiétude des missionnaires catholiques, surtout à l'instigation desquels l'administration coloniale belge déclenchera la répression anti-kimbanguiste. On rapporte des sources catholiques
qu'un peu partout dans la contrée se sont levés plusieurs faux prophètes distincts de celui de Gombe et qu'ils s'attaquent à la religion catholique, s'en vont dans les villages où celle-ci était en paisible possession, ordonnant la destruction des insignes de cette religion, sous menace de faire descendre le feu du ciel, s'ils ne sont pas obéis. Dans la même lettre, le haut prélat ajoute: jusqu'à présent, il est vrai, le mouvement semble purement religieux, mais la puissance morale, l'influence de ces illuminés est telle qu'il suffira que l'inspiration leur vienne de faire brûler nos chapelles, de faire refuser le paiement de l'impôt, même de chasser les blancs, puisque dès à présent, ils disent n'avoir plus besoin de ceci, pour qu'aussitôt qu'ils soient obéis. Donc nous osons donc demander des mesures protectrices. Je vais m'arrêter là en insistant sur la lettre qui a été écrite. Je dirais bien sûr des choses fausses comme d'habitude, mais je vais le relire pour une bonne compréhension. Dans la même lettre, le haut prélat ajoute: jusqu'à présent, il est vrai, le mouvement semble purement religieux, mais la puissance morale, l'influence de ces illuminés est telle qu'il suffira que l'inspiration leur vienne de faire brûler nos chapelles, de faire refuser le paiement de l'impôt, même de chasser les blancs, puisque dès à présent, ils disent n'avoir plus besoin de ceci, pour qu'aussitôt ils soient obéis. Nous osons donc demander des mesures protectrices. Donc pour ce soir, je m'arrête là en vous disant merci d'être fidèle à l'émission et je vous dis au revoir, on se voit la prochaine fois. Merci, au revoir.